il est toujours drôle et un peu déprimant de voir la représentation des femmes dans de vieilles publicités. Sans doute que celles-ci racontent quelque chose de leur époque. Mais alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'aujourd'hui les publicités disent de notre rapport aux femmes ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Florine. Salut Florine. Salut. Florine, on se connaît bien et on travaille souvent ensemble, t'es également planeuse stratégique à l'agence. C'est un sujet dont on a pas mal parlé jusqu'ici autour d'une machine à café. C'est cool qu'on ait l'occasion de le faire derrière un micro. Je l'ai dit en introduction, voilà, la publicité a souvent beaucoup de reproches, mais parmi les reproches, sans doute en partie légitimes, il y a celle de véhiculer des clichés sexistes. J'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas quand même. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ouais, quand on compare surtout, par exemple dans les années 50 ou autres, c'est vrai que ça a beaucoup bougé. Entre-temps, il y a eu plein de choses, il y a eu MeToo, le body positivisme, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait plus attention. Aussi, les marques, elles savent qu'elles se font aussi vite retaper si elles font pas attention, etc. Donc ouais, les choses ont quand même bien bougé à ce niveau-là. C'est vrai que là, il y a des garde-fous, tant mieux d'ailleurs. Il y a même pas mal de conversations qu'on peut avoir régulièrement en réalité en agence et avec l'annonceur qui montrent que on fait attention. Je crois là-dessus. C'était moins le cas à une époque où justement il y avait ce cliché vraiment de la ménagère qui s'est vraiment installé et qui font un peu des images d'antan. Il venait d'où ce cliché de la ménagère ? Il est né de la publicité ou en fait il est le reflet vraiment de l'époque pour toi ? Non, pour moi c'était déjà là. Donc ça arrivait surtout dans les années 50. Donc il y a eu plein de choses à cette époque-là. Donc il y a eu le baby boom, ce qui a fait que les femmes du coup étaient plus au foyer, du coup pour s'occuper de leurs enfants, etc. Pendant ce temps-là, le mari, du coup, il était souvent au travail et la femme est restée à l'intérieur. Pourquoi elle est restée aussi plus à l'intérieur ? C'est parce que il y a tout le confort qu'a amené l'électroménager à cette période. Donc que ça soit par le frigo, la machine à laver, le fer à repasser ou autre. Le confort, il s'est invité à l'intérieur des foyers. Du coup, les femmes avaient moins à sortir. Elles avaient plus de temps pour s'occuper du mari, des enfants. Donc il y a eu tout ça, il y a eu ce point du coup plus démographique. Un peu plus du coup industriel entre guillemets, et il y a plein de choses qui étaient aussi beaucoup plus liées à la société, comme par exemple déjà la dépendance financière. Les femmes elles l'ont qu'en 1965, donc c'est pour ça qu'elles étaient aussi beaucoup plus dans le foyer, aussi beaucoup plus sous la domination des hommes. Et autre point, c'est aussi c'était institutionnalisé, c'était aussi beaucoup dans le système. Là je pense par exemple aux écoles, il y avait des écoles ménagères où en fait les filles on leur apprenait à cuisiner, à faire le ménage, à repasser, etc. Et c'est tout ça qui a fait que la publicité véhiculait ce cliché, mais c'est pas la publicité qui l'a créé, juste elle reflétait du coup ce que l'époque voulait et créait entre guillemets. Ouais. C'était pas tout à fait une réalité, les pubs Molinex qu'on voyait, mais c'était quand même une projection un peu idéalisée de ce qui se passait également à l'époque. Cette image, ce cliché de la ménagère, il nous paraît très lointain, même un peu risible forcément, parce que c'est toujours plus facile de juger une époque à laquelle on n'appartient pas. Ce cliché de la ménagère aujourd'hui, il n'existe plus, ou est-ce qu'on le retrouve différemment ? Il n'existe plus autant cliché. C'est sûr que les publicités où c'était, comme tu disais, les pubs Moulinex où la femme elle existe que par son intérieur entre guillemets, que par la cuisine, que par le ménage, etc. Ça on le retrouve plus de manière aussi cliché, comme tu as pu le dire, il y a des garde-fous, etc. Donc on fait attention. Et aussi parce que tout ça a beaucoup évolué. Pour autant, du coup les clichés ils ont quand même la vie dure, donc ils n'ont pas disparu, ils ont donc évolué. Là, je pense, par exemple, rien qu'au niveau de la pop culture, quand je vois Desperate Housewives, même si ça date un petit peu, c'est quand même... il y a le mot dedans, c'est Housewives, du coup, les femmes au foyer. Donc, ça montre bien que dans la pop culture, même si là, on parle des années 50 avant, c'est quelque chose qui est quand même assez actuel aujourd'hui. Par contre, ce qui a évolué, je pense, c'est surtout qu'aujourd'hui, on est sur une réalité qui est beaucoup plus proche. On essaie d'être... plus proche du quotidien des femmes, etc. Je pense là notamment à tout ce qui est charge mentale, etc. Avant, on était sur une vision qui était idéalisée de ce qu'on voulait être de la femme, alors qu'aujourd'hui, tout ce qui est charge mentale, les femmes, elles peuvent beaucoup plus faire part de leurs doutes à l'intérieur des foyers, de leurs regrets s'il y en a, notamment au niveau de la maternité, etc. Donc oui, il a quand même pas mal évolué. Après, là j'ai en tête aussi le hashtag PerfectMum qui aujourd'hui il prend beaucoup moins de place, mais à une période c'est vrai que
on en entendait plus parler, mais c'était une vision du coup hyper idéalisée de la femme qui arrive à tout faire au sein de son foyer, mais aussi à l'extérieur, etc. Ouais, donc il y a comment dire, bon, déjà, la répartition des tâches ménagères, on n'est quand même pas non plus tout à fait à l'équilibre, donc c'est pas déconnant qu'il continue d'exister, mais il trouve un peu une autre forme. Il est moins idéalisé finalement, ce cliché de la femme mère et fait du logis. L'autre grand cliché qu'il peut avoir, et la publicité a sans doute beaucoup poussé, c'est le rapport très sexualisé de la femme. Pour le coup, ça c'est pareil, on le retrouve peut-être un peu moins qu'à une époque. On le retrouve quand même, je ne peux pas dire qu'il soit totalement disparu. Là aussi, si on remonte le temps, il vient d'où ce cliché là de la femme hyper sexualisée? Ça, c'est plus années 70, 80. Non, peut-être pas 60 non plus, mais c'est toutes ces années en fait d'émancipation, de liberté, du coup toutes les libertés, mais aussi les libertés sexuelles. Je pense qu'il y a eu plein de mouvements, de changements. Il y a eu aussi mai 68, etc. Et en fait, c'est que cette émancipation, du coup, comme j'ai dit, elle a permis la liberté sexuelle, et la liberté sexuelle, elle a aussi amené beaucoup moins de tabous, et aussi au niveau du corps, où en fait on s'est beaucoup plus octroyé le droit de montrer les corps, etc. Et en fait, c'est à ce moment-là que, du coup, le corps des femmes, il a été aussi beaucoup plus visible. Et là où ça a posé souci et ça a amené un peu à cette érotisation, etc., c'est que au-delà de juste de montrer le corps de la femme, on l'a beaucoup sensualisé, on l'a beaucoup fantasmé et du coup érotisé. Et c'est ça qui a créé, du coup, de nombreux clichés qu'on peut mettre, du coup, sous le chapeau, entre guillemets, de la femme objet ou de la femme fatale, par exemple. Ok. Alors, quelle différence tu ferais entre femme objet et femme fatale? La femme objet, ça va être plus, du coup, c'est une femme qui est là, qui est chosifiée, entre guillemets comme mot, mais qui est là pour faire vendre, pour provoquer, pour attirer, pour créer des polémiques aussi, mais pour vraiment qu'on en entende parler. Elle n'est pas du tout valorisée pour réellement être une femme, mais juste du coup pour un objet qui fait vendre. Là, je pense, du coup, ça aussi, ce qui a beaucoup joué là-dessus, c'est dans les années 90, tout ce qu'il y a eu par rapport au porno chic. Je sais que les marques de luxe, elles en ont beaucoup joué, quand on pense aux anciennes pubs, ou même des pubs qui sont non plus pas super vieilles, de Tom Ford ou de Yves Saint Laurent. C'est des pubs où la femme, elle est quand même très objet. Donc, la femme objet, donc du coup, pour conclure, elle est vraiment axée juste sur son corps. Et de l'autre côté, on a la femme fatale, où on s'est dit, en fait, le corps d'une femme, c'est bien, mais elle a aussi une personnalité. Et la femme fatale, on va être sur une femme où il y a un peu un changement de domination, ou dans le sens où là, c'est la femme qui va avoir le dessus. C'est que ça soit au niveau de son caractère ou autre. Ça va être une femme qui va être plus assumée, plus indépendante, etc. Mais là où on peut la garder en fait dans une idée un peu de sexe symbole, c'est que la femme fatale, elle reste toujours vue un peu dans une sphère soit de couple, soit sexuelle ou autre. Du coup, on reste quand même sur un modèle qui est très érotisé. Ouais. Donc, voilà. Et c'est vrai que dans la publicité, après ce qui est sans doute différent, c'est là où dans les années 50, il y avait un côté quand même très premier degré, je trouve, de la femme mère ou de la fée du logis. Là, il y avait quand même quelque chose dans les pubs que t'as cité, notamment qui se voulait déjà provoquant. C'est-à-dire que quand même à l'époque, assumer ce côté de on va montrer une femme à moitié nue ou ce genre de choses, c'était quand même une provocation pour l'époque. L'époque était aussi à la provocation, tu vois, des années 80, et la pub voulait avoir ce rôle-là un peu provocateur. Donc, il y avait cette prise de recul à la fois de, tu vois, on fait ça alors qu'on n'a pas trop le droit. Et de l'autre côté, c'est vrai que ça a quand même beaucoup... Enfin voilà, il y avait le côté le sexe fait vendre, était quand même assez omniprésent, pardon. Cette vision érotique, là aussi, il y a quand même heureusement des garde-fous qui arrivent et qui font que c'est un peu moins possible. Elle a vraiment disparu ou est-ce qu'elle s'est réactualisée également? Comme avant, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué en bien d'un côté parce que il y a aussi le body positivisme qui est passé par là. On n'a pas spécialement envie, je pense les hommes et surtout les femmes, de voir des corps continuellement. Enfin, des corps en plus qui sont souvent bien loin de la réalité. Enfin, on est sur des top modèles, on est sur des personnes comme ça et c'est vrai qu'on s'y identifie pas trop. Donc je pense que ça joue. Et donc aussi les marques, elles font beaucoup plus attention parce qu'elles ont compris que le corps des femmes, ça servait pas à vendre, enfin c'est pas une chose quoi. Mais par contre c'est plus du coup d'un point de vue société. Je pense que les femmes, ce qui est bien d'un côté, c'est qu'elles s'octroient beaucoup plus l'usage de leur corps. Enfin, il leur a été un peu réapproprié alors qu'avant c'était surtout vu de par les hommes, je trouve. Du coup avec tout ce qui est male gaze, etc. où c'est souvent via le point de vue en fait des hommes qu'on voit les femmes. Elles sont souvent filmées, il y a souvent des angles, etc. qui font que c'est pour faire un peu tout ce fantasme de l'homme, etc.
on commence un peu sur ce sujet-là à faire attention. Mais par contre, là où je trouve c'est quand même un peu ambivalent, c'est par exemple là j'ai en tête le clip et la musique de Cardi B qui s'appelait WAP, W-A-P, voilà. Où on voit pour poser le contexte, donc rappeuse américaine qui fait en effet un clip WAP pour Wet Ass Pussy, qui est et dans les paroles et dans le clip et dans l'attitude se veut à la fois très sexuel mais très assumé comme posture. Ouais. J'imagine c'est là où tu voulais en venir. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout que là, par exemple, on peut se dire, bah, c'est bien, les femmes se réapproprient leur corps, leur façon de parler de leurs désirs, etc. C'est super bien. Mais quand on voit le nombre de litres d'encre qu'on coulait pour cet article, on se dit, bah, en fait, c'est bien. Enfin, ça, on évolue sur certaines choses, etc. Mais par contre, d'un côté, on voit que ça pose quand même problème quand c'est une femme en fait qui parle de son désir. Parce que là, je me dis, mais là, je pense notamment au rap, enfin des hommes qui parlent de leurs désirs, etc. dans des musiques, il y en a plein, on n'en fait pas autant que ce qu'on a fait pour son clip et sa musique, quoi. Ouais, là, il y a vraiment, et alors Cardi B est le meilleur exemple, sans doute qu'on pourra en trouver d'autres, une réappropriation, enfin presque un côté de retourner le cliché de on va très bien, puisque vous voulez nous enfermer dans ce rôle de femme sexualisée, d'objet sexuel. On garde le côté sexuel, sauf qu'on en fait quelque chose de beaucoup plus volontaire. Ce qu'on a aussi pu voir sur d'autres sujets, sur en effet le rapport homo-négro aux US qu'ils ont pu un peu retourner comme ça. On voit aussi la même chose côté LGBT. Il y a quelque chose de très bien. Puisque vous nous enfermez dans une sphère, on la prend et on se la réapproprie et on la retourne un peu, parce qu'il y a quelque chose chez Cardi B, et je pense qu'on peut en trouver d'autres aussi, qui sont un peu de nouvelles icônes, ou en tout cas qui arrivent avec un nouveau personnage qui est pas juste le côté femme fatale d'une Madonna. Il y a quelque chose de très très affirmé, très très bossy, quoi. Et on sent ce côté de celle qui contrôle à la fois son image et à la fois le rapport aux autres, y compris aux hommes. C'est quelque chose d'un peu nouveau qu'on commençait peut-être à avoir avec la partie femme fatale que tu évoquais, mais qui me semble quand même plutôt nouveau comme archétype, comme stéréotype. Ouais, clairement, du coup, cette image, du coup, un peu de la superwoman, que t'évoques, du coup, un peu entre les lignes, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui, c'est ouais, il y a ce côté superwoman, ouais, de contrôle. Ouais, de contrôle. Et là, du coup, c'est là où je fais mon lien, c'est que le contrôle, c'est surtout, du coup, le contrôle de notre image, le contrôle de ce qu'on montre, etc. Et ça, cette idée un peu de la superwoman, je pense qu'il est venu du coup c'est qu'il est venu surtout dans les années du coup 2010, etc., quand il y a eu toute la démocratisation au niveau des réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'avant, c'est surtout les hommes en fait qui prenaient de la place dans le paysage médiatique, que ça soit télé, radio, vu que c'était aussi beaucoup plus limité. Mais là, du coup, avec les réseaux sociaux, on a plus été amené en fait à prendre part de notre propre corps, notre propre vie, et à du coup la raconter comme on le souhaitait. Ouais, c'est ça. Parce Ouais. que je tendance à croire que par le passé, il y avait des femmes à la télé, dans les médias, dans la pop culture, mais c'était pas elles qui avaient nécessairement le contrôle de leur image pour autant. Ouais. Ce qui, avec les réseaux sociaux, amène cette réalité de c'est elles qui ont le contrôle, au moins sur elles-mêmes, quoi, sur leur image, quoi. Ouais, clairement. Et c'est surtout que d'avoir le contrôle sur ces images, c'est aussi qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et là, c'est surtout que les réseaux sociaux, d'un côté, c'est bien, ça permet la parole à tout le monde. Mais c'est aussi un outil de comparaison, que ce soit par les likes. Là, du coup, Instagram, Facebook, etc., ils font beaucoup plus attention à ça parce que y a les likes, il y a les commentaires, il y a les partages. Ça crée de la notoriété ou non. Et du coup, ça crée quand même un énorme outil de comparaison où on veut toujours être mieux, entre guillemets. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On se scénarise, on idéalise sa propre vie, on peut utiliser Photoshop, etc. Du coup, c'est pour ça peut-être que le cliché de la superwoman est venu, parce qu'on a présenté du coup des femmes qui sont du coup très idéalisées, mais qui sont aussi du coup quand même bien loin de la réalité, quoi. Ouais, ça a recréé d'autres injonctions sur le corps féminin, entre autres, parce qu'il y en a en réalité aussi pour les hommes, plus pour les femmes quand même, encore une fois de plus. Il y avait une thread là-dessus qui était le hashtag ThatGirl, pour justement parler un peu de ces femmes parfaites. Alors j'ai toujours un doute sur ces trends, de savoir en quelle mesure faut le prendre au second degré, au contraire si c'était une critique de cette fille qui est hyper chiante, ou si c'était premier degré de justement ma vie parfaite. J'ai toujours un doute en fait là-dessus, mais il y avait cette trend qui montrait un peu ça. Ouais, mais moi je pense que vraiment à un moment elle a été premier degré.
Là, je pense à tout ce qui est charge mentale, montrer que en fait il y a des côtés on va pas bien, montrer les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, etc. Enfin, c'est pas non plus, ça date d'il y a pas non plus super longtemps, ça reste quand même un phénomène super récent. Et je pense que vraiment cette idée de la bad girl, donc la bad girl, c'est vraiment la femme qui vit via le développement personnel, qui fait du fitness et qui fait du yoga, qui boit son thé matcha, etc. Ça, c'est, je pense, qu'il y avait vraiment des personnes qui essayaient de s'identifier à ça et qui voulaient montrer qu'elles correspondaient à ça. Sauf que je pense que vraiment aujourd'hui on se fait rattraper par la réalité et on sait que c'est pas possible, quoi. C'est moi qui voyais que la partie second degré là-dedans en me disant mais non, mais c'est pas possible. Non. Et ouais, dans cette vision, il y a à la fois quelque chose de très assumé sur un profil comme ça et qui est très utilisé également d'ailleurs par les marques sur cette logique d'affirmation de soi-même. Le côté très Nike d'ailleurs, mais ce serait pas les seuls en réalité. Cette incitation à être pleinement soi-même et à s'affirmer et qui a un message qui est plus réservé qu'aux hommes. Il y a quelque chose à la fois de très assumé et en même temps ça réenferme un peu dans une posture justement de il faut être la meilleure version de soi-même, quoi. On pourrait trouver d'autres profils comme ça. Rihanna par exemple incarne un petit peu là aussi pour rester dans la partie pop culture ce côté à la fois girl boss et un peu meilleure version de soi-même, y compris d'ailleurs avec la maternité où c'est pareil, il y a ce côté maternité parfaite, un peu elle est mère et pourtant toujours aussi autant au top. Ouais. Non, clairement, ouais, là, quand je fais le parallèle avec Rihanna, vu que tu la cites, je trouve ce qui est intéressant, par exemple, quand on parle à Rihanna, je pense qu'on est beaucoup à avoir vu la dernière couverture, par exemple, de Vogue qu'elle avait faite. Et là où je trouve intéressant avec tout ce qu'on a pu dire avant. Alors, je veux bien que tu la décrives. Donc, rappelle-moi, parce qu'en plus, c'est celle où elle est avec Asa Proki. Ouais, c'est ça. Ça, je sais ça. C'est celle où elle est, c'est sur une plage, elle est en premier plan, enfin, elle prend une grosse partie en fait de l'image et Asap Rocky est en fond et c'est lui qui tient l'enfant, etc. Elle a quand même, elle se tient super droite, etc. Enfin, elle montre qu'elle est là, quoi. Et c'est l'homme qui est en arrière-plan et elle qui guide le navire, quoi. Oui, clairement. Et là où c'est intéressant, du coup un peu ce côté, du coup le côté girl boss. Bon, ça je vais expliquer plus après, mais c'est surtout là au début on parlait de la femme mère et ménagère, on parlait de la femme objet, etc. Enfin, elle a quand même cette image, elle montre quand même que les choses, elles ont énormément évolué. Une image comme ça, c'était quand même impensable il y a ne serait-ce 20 ans, 30 ans. Donc, c'est cool, ça montre qu'il y a beaucoup plus d'indépendance aussi au niveau de la femme. Là où je fais le parallèle, du coup, avec la girl boss, c'est cette indépendance, à mon avis, elle vient aussi beaucoup... c'est là où c'est du coup un peu paradoxal, c'est que la liberté et l'indépendance, je trouve, elle est quand même beaucoup venue par le travail. Parce que c'est quand même une certaine façon de se dire... je travaille du coup pour moi, je suis hyper indépendante dans mon travail et c'est ça qui me permet en fait d'être autonome à côté, de pas avoir besoin du coup des hommes, etc. Et du coup c'est pour ça que le personnage de la girl boss, il exprime un peu ce côté superwoman des femmes et des femmes qui sont toutes puissantes, etc. Parce que on sait en plus aujourd'hui que le monde entrepreneurial c'est encore bien dominé par les hommes et du coup là c'est clairement exploser le plafond de verre et dire moi je me mets au-dessus de tout ça et j'ai pas besoin des autres pour réussir, quoi. Ouais, c'est pour ça le fait de reprendre la rétrospective et de rappeler que l'indépendance financière, qui paraît quelque chose quand même d'acquis pour la majorité des personnes aujourd'hui vivantes, est relativement récente en réalité pour les femmes et que cette avancée du coup un petit peu d'aller à pas l'autre extrême parce que ce serait un avis négatif, mais en tout cas d'avancer vers une indépendance parfaitement assumée et ce côté girl boss, il y a quelque chose de très fort. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose, comment dire, à la fois de retourner des stéréotypes masculins, tu vois, et presque de reprendre un peu les mêmes défauts finalement aussi de domination qu'on peut reprocher aux hommes et quand même de se les réapproprier. Il y a un truc aussi qui est à la fois positif et en même temps qui fait que on sort pas totalement de ce rapport de domination, en fait, on l'a juste renversé. Ouais. On avance et en même temps on n'a toujours pas résolu le problème, quoi. On recrée ça, mais sans doute qu'il y en a besoin. Et plus globalement d'ailleurs, donc il y a eu MeToo qui a quand même, on l'a vu, un peu permis de réinscrire, de réactualiser pour le mieux, pour le moins bien, un peu les différents stéréotypes. Est-ce que tu penses que ils sont amenés à continuer de se réactualiser comme ça, ou est-ce qu'on peut espérer que que ces différents stéréotypes et ensuite leur réinterprétation dans la pub puissent disparaître, s'estomper ou peut-être fusionner entre eux, enfin tu vois, peut-être qu'il y ait des rapprochements.
Bon, je sais pas comment ça va évoluer. Elle est balèze celle-là, c'est bien. Ça, si tu me dis avec aplomb que tu sais exactement comment ça va se passer, je serais surpris. Mais J'aimerais bien, mais là, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, on l'a un peu vu, ça a quand même bien évolué. Enfin, là, du coup, je le citais juste avant avec la couverture Vogue de Rihanna, et quand on parle de la femme mère et ménagère d'il y a des années 50, on voit que ça évolue. Ça évolue en bien. Après, ça sera forcément long parce que les clichés, ils ont la vie dure. Et je pense que là, on parle beaucoup des femmes sur ça. Mais il faut que les clichés des hommes, ils évoluent aussi, en fait, pour que tout s'accorde et que justement, en fait, ce qui serait intéressant et ce qui est bien, en fait, c'est d'arrêter avec tous ces clichés parce que c'est ça, en soi, ce qui pose problème, c'est qu'on crée des clichés. Et ces clichés, même s'ils sont plus valorisants, là je parle par exemple, enfin valorisant toujours entre guillemets, mais la femme fatale par exemple, on est quand même sur un rapport de force qui est inversé, etc. La girl boss, la superwoman, etc. Mais on est quand même sur des clichés, on continue à mettre les femmes dans les cases et du coup on oblige quand même les femmes à respecter des normes et c'est ça qui pose quand même problème. Après je dis ça, mais c'est facile, surtout pour nous quand je vois... Enfin, on travaille, on fait des personas, donc en soi, on continue quand même à créer des cases, à créer des choses, donc c'est assez compliqué. L'outil persona pour ça est toujours quelque chose qui m'interroge sur en quelle mesure on avance ou est-ce qu'on finalement on recrée pas et on recrée pas un peu les mêmes clichés, simplement on les fait collectivement avec des post-it, mais ouais. Donc je pense que ça évolue en bien. Je pense que les clichés, ça sera dur de s'en séparer. Mais là où je trouve ça quand même intéressant, c'est qu'il y a toute cette idée aussi de déconstruction qu'on entend beaucoup plus aujourd'hui. Déconstruction de tous les clichés que nous, on a intériorisés, de tous les clichés, enfin pas du coup des clichés, mais toutes les choses en fait qui sont systémiques et dont il faut en fait du coup se séparer pour justement essayer de sortir de tout ça, quoi. Ce qui est un vague sujet. C'est un sujet toujours un peu clivant. D'ailleurs, je t'avoue que le terme m'embête. Je le trouve, mais bon, voilà, parmi ce grand sujet d'avancée progressiste, le terme m'embête un petit peu, en effet. Je comprends qu'il puisse faire peur à certains, alors que je doute pas du sens. Les marques dans tout ça, la pub, disons, mais parlons plutôt des marques. Bon, déjà, elles peuvent en effet éviter de continuer à véhiculer ces mêmes clichés qui continuent d'exister. Ce qui est pas toujours évident, hein, on le sait bien, c'est quand même un moment où tu dois passer un message rapidement, efficace, où chacun puisse se retrouver. T'as besoin aussi de t'appuyer sur des choses qui sont déjà dans l'inconscient collectif, donc c'est pas toujours évident, on le sait bien, y compris nous. Avec beaucoup de bonne volonté, on sait bien que c'est pas toujours évident de sortir en réalité de certains clichés. Comment, au-delà de renforcer ces clichés, comment elle pourrait essayer d'avancer vraiment dans le bon sens et de vraiment s'engager pour une meilleure représentation de la femme dans leur prise de parole. Il y a plusieurs choses, là j'ai 4 choses en tête, mais avant, ce que je trouve intéressant, et je l'ai renoté tout à l'heure parce que je voulais vraiment le dire, ce chiffre, c'est il y a une étude qui est pas si vieille que ça qui expliquait qu'il y a quand même 3 personnes sur 4 qui reconnaissent reconnaissent être influencées par les représentations qu'on a dans la publicité. Donc je pense vraiment que ce que les marques déjà elles ont à saisir, c'est que même si on pense que c'est minime, on a tous un rôle à jouer là-dedans et que si tous on fait un petit geste, on fait attention aux représentations qu'on a, on est plus inclusif, etc. Ça fera avancer les choses et il y a plein de façons de le faire. La première, c'est sur tout ce qui est discrimination positive. Ça peut avoir beaucoup de bien. Là, je citais des exemples pour que ça soit plus parlant, mais par exemple Spotify, ils mettent en place les playlists Equal. Donc c'est des playlists du coup où il y a que des artistes féminines qui sont dedans, et ça permet du coup de valoriser du coup les femmes. Et c'est Spotify qui a mis ça en place et ils savent leur propre biais sur le sujet parce que actuellement c'est surtout les hommes en fait qui reviennent dans les algorithmes, qui sont poussés, etc. Même en lecture automatique, etc. Donc ils ont mis ça en place, donc de la discrimination positive. Ce qu'on peut faire aussi, c'est se jouer des clichés. En exemple, j'ai par exemple Henken en Italie, où ils ont fait une campagne où ils montraient les automatismes en fait qu'avaient les serveurs, hommes comme femmes. Elle est mondiale d'ailleurs, celle-ci. Ouais. Ah ok, je pensais que c'était qu'en Italie. Je crois qu'ils l'ont... Je crois que dans certains pays, ils l'ont poussé un peu moins fort que d'autres, mais c'est d'autant plus chouette parce qu'en effet, Henken a une renommée mondiale et ils l'ont fait dans la majorité des pays. Je pense qu'il y a certains, ils l'ont pas trop diffusé. Oui, c'est sûr. Mais cette publicité, du coup, ça a été
Ouais, du coup, il montrait, pour expliquer, un serveur qui arrivait avec un cocktail et une bière, automatiquement, la bière va aller à l'homme et le cocktail à la femme, etc. Et ça, c'était une façon de se jouer des clichés qui est assez cool, où on se dit, mais en fait, même nous, par exemple, même moi, je me dis un minimum déconstruite et tout sur certains sujets, c'est un mécanisme que je pourrais avoir. Et c'est toujours intéressant de les voir, en fait, et dire, ah oui, c'est vrai que je peux faire attention à ça, et donc c'est toujours cool. Ouais, puis il y a du chemin avant que Ouais. le rapport à la boisson, à la nourriture soit pleinement dégenré. Ouais, il y a du chemin. Oui. Donc ouais, il y a moyen, les marques peuvent jouer des clichés ou essayer de les retourner comme ça. Il y a ça, et il y a aussi, là du coup on était plus sur le côté plus positif, sinon aussi en positif, il y en a plein des campagnes sur ça, Nike ils le font très bien, mais sur tout ce qui est aussi inciter les femmes à aller au-delà, faire ce qu'elles veulent, sortir des cases, etc., les discours un peu plus inspirationnels, etc., ça on en a beaucoup, on en a plus, et c'est les exemples peut-être qu'on va avoir le plus sur le sujet. Il faut bien reconnaître que c'est beaucoup de marques américaines qui ont réussi à faire ce pas d'aller s'engager jusque-là. On en a en France, mais j'ai moins d'exemples aussi marquants, je crois. Ouais. Sinon, il y a tout ce qui est aussi... là, c'est clairement dénoncé pour interpeller les gens, les sensibiliser. Là, j'ai en tête une publicité qui est vieille. Moi, je sais que c'est la publicité où je m'étais dit, mais en fait, les marques, elles ont clairement un rôle à jouer. Elles peuvent faire des trucs qui sont trop cool et qui peuvent vraiment influencer sur les comportements, te rendre compte de certaines choses, etc. C'était une pub Nana. Du coup, c'est pour tout ce qui est serviettes et tampons, tout ce qui est, pour l'hygiène de la femme, bref. Et ils avaient fait une campagne qui s'appelait Like a Girl, qui expliquait qu'en fait, c'est quand on arrive au collège, quand on arrive à la puberté, que dire comme une fille, en fait, ça devient une insulte. Par exemple, ils faisaient le comparatif entre une jeune fille qui était encore à l'école et une ado. Quand ils disaient court comme une fille, c'était pas du tout la même chose dont c'était représenté. Il y avait tout le lot de clichés, en fait, qui arrivait après la puberté. Et là, c'était clairement de la dénonciation, et je trouve que ça nous fait nous re-questionner par rapport à certains sujets, etc. Et la dénonciation, même si du coup, vu comme ça peut être plus négatif, mais franchement, ça apporte un bon lot d'avantages, quoi. Ah ouais, si les marques peuvent être un peu lanceurs d'alerte, le peut-être était peut-être un peu fort, mais en tout cas aller un peu vers ça, faire un peu de sensibilisation. Clairement. La pub peut pas faire que ça, mais peut y participer. Top. Bah écoute, c'est intéressant de voir un petit peu donc les différents stéréotypes, voir un peu comment ils ont pu évoluer, voir aussi comment la pub a pu un peu se les approprier ou non, mais quand même souvent la pub a son rôle à jouer. Et puis surtout on voit un petit peu comment avancer sur ces sujets importants. Merci beaucoup Florine. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cet échange. On parle de plein d'autres sujets sociétaux et surtout, on parle de communication dans nos autres interventions UV. C'est sur notre site, thelinks.fr.